ceux de Goup et ceux de Choup. Haroun n'avait pas oublié ce que son père lui avait dit à propos de Katam Choud. Trop de choses imaginaires deviennent vraies, pensa-t-il. Brusquement, mais la huppe répondit, sans remuer le bec. Notre Kahani serait une drôle de lune à histoire, si on n'y trouvait pas partout des choses de livres d'histoire. Et Haroun dut reconnaître qu'il s'agissait d'une remarque raisonnable. Il filait au sud, vers Goup. La huppe avait choisi de rester sur l'eau, et elle glissait comme un bateau à moteur en laissant des embruns de courant d'histoire dans toutes les directions. « Est-ce que ça n'embrouille pas les histoires ?» demanda Haroun, toute cette agitation. « Tout ça, ça doit tout mélanger horriblement. »« Aucun problème !» cria Mé, la huppe. « Toute histoire qui vaut quelque chose peut accepter d'être un peu secouée. » Vroom ! Haroun abandonna un sujet qui ne menait nulle part, et il revint à des choses plus importantes. « Parle-moi encore de ce Katam Choud, demanda-t-il, et il fut tout à fait stupéfait d'entendre si prononcer les mots mêmes qu'avait employés Rachid Khalifa. C'est l'ennemi juré de toutes les histoires et du langage lui-même. C'est le prince du silence et l'adversaire de la parole, du moins. Et ici, le génie de l'eau abandonna le ton un peu pompeux des phrases précédentes. C'est ce qu'ils disent. Quand il est allé au pays de Choup, ainsi que son peuple, les Choupoilas, ce sont surtout des racontards et du boniment, parce que ça fait des générations qu'aucun de chez nous n'a traversé la bande de crépuscule pour aller dans la nuit perpétuelle. Il faudra m'excuser, l'interrompit Haroun, mais je vais avoir besoin d'aide avec la géographie. Pfft, souffla mais la huppe. Une bien mauvaise instruction, je vois. C'est absolument illogique, répliqua Haroun. Tu t'es vanté de ce que la vitesse avait caché la Lune aux habitants de la Terre. Alors, il n'est pas raisonnable d'attendre qu'ils en connaissent la topographie, les principales exportations et le reste. Mais les yeux de Mé étincelaient. Parler à des machines impliquait d'importantes difficultés, se dit Haroun. Avec leur expression de pince sans rire, il était impossible de savoir quand elles se payaient votre tête. Grâce au génie des grosses têtes dans l'immeuble S2TTCAE, commença Mé qui eut pitié d'Haroun, on a contrôlé la rotation de Kahani. Comme résultat, le pays de Goup est baigné par un soleil éternel, tandis que le pays de Choup, c'est toujours le milieu de la nuit. Entre les deux s'étend la bande de crépuscule, dans laquelle, sur l'ordre du grand contrôleur, le peuple de Goup a construit il y a longtemps un mur de force indestructible et invisible. Il s'appelle le mur de Bavardaghi, comme notre roi, qui, bien sûr, n'a absolument rien à voir avec sa construction. Attends une minute, Haroun fronçait les sourcils. Si Kahani tourne autour de la Terre, même si elle va effectivement très vite, il doit y avoir des moments où la Terre se retrouve entre elle et le Soleil. Ainsi, il n'est pas vrai qu'une moitié est toujours éclairée. Tu me racontes encore des histoires. Naturellement, je raconte des histoires, répondit Mé, la huppe. Et si tu as des objections, présente-les aux morses. Maintenant, excuse-moi, je dois faire attention, la circulation a terriblement augmenté. Haroun avait encore des quantités de questions à poser. Pourquoi les Choupoilas vivaient-ils dans la nuit éternelle? Ne devait-il pas y faire très froid, puisque le soleil n'y brillait jamais? Qu'était Bézaban? C'était un maître du culte? Mais à l'évidence, il s'approchait de la ville de Goup parce que les eaux autour d'eux et le ciel au-dessus se remplissaient d'oiseaux mécaniques tout aussi chimériques que Mé la huppe. Des oiseaux à tête de serpent et à queue de paon, des poissons volants, des oiseaux chiens. Et sur le dos de ces oiseaux, il y avait des génies de l'eau avec des favoris de toutes les nuances de bleu possibles. Et tous portaient des turbans, des gilets brodés et des pantalons en forme d'aubergine. Et ils ressemblaient tellement à scie qu'Haroun pensa que c'était une bonne chose que la couleur de leurs favoris soit suffisamment différente pour qu'on puisse les distinguer les uns des autres. Il s'est passé quelque chose de très grave, commenta Scie. Toutes les unités ont été rappelées à la base. Si j'avais eu mon déconnecteur, ajouta-t-il sèchement.
J'aurais reçu l'ordre moi aussi, parce que, comme les voleurs ne le savent évidemment pas, on a incorporé dans le manche un émetteur-récepteur de technologie avancée. Heureusement, répliqua Haroun aussi sèchement. Depuis que tu m'as à moitié empoisonné avec cette histoire sale, tu as tout arrangé. Aussi, il n'y a pas de mal, sauf peut-être pour moi. Si ignora la remarque. Et de toute façon, l'attention d'Haroun fut détournée par un immense carré, de ce qui ressemblait à une sorte d'herbe ou de végétal particulièrement épais, qui filait juste à côté d'eux, aussi vite que met la huppe, mais sans effort apparent, en agitant en l'air des tentacules végétaux d'une façon très inquiétante. Au centre de ce carré végétal mobile, il y avait une unique grappe de lilas avec des pétales épais et charnus, d'une sorte qu'Haroun n'avait encore jamais vue. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il en montrant du doigt, bien qu'il sût que cela était impoli. « Un jardinier flottant, évidemment, dit Mai, la huppe, sans remuer le bec. Cela n'avait aucun sens. « Tu veux dire un jardin flottant » corrigea Haroun. L'oiseau fit un petit bruit. « Tu crois tout savoir » dit-il mécontent. À cet instant, la végétation, filant à toute vitesse, se dressa littéralement sur l'eau et se mit à s'enrouler et à se nouer sur elle-même jusqu'à ce qu'elle eût pris à peu près la forme d'un homme avec la fleur couleur lilas située dans la tête, là où aurait dû se trouver la bouche, et un bouclier d'herbe formait un chapeau champêtre. En fin de compte, c'est bien un jardinier flottant, reconnut Haroun. À présent, le jardinier flottant courait légèrement sur la surface de l'eau et rien n'indiquait qu'il risquait de couler. « Comment pourrait-il couler » intervint Mai la huppe. « Dans ce cas-là, ce serait un jardinier coulant. Mais comme tu peux l'observer, il flotte, il court, il marche, il saute. Aucun problème. »« Si » appela le jardinier, qui tout de suite salua d'un petit signe de tête. « Vous avez un étranger avec vous. Étrange. Mais enfin, c'est votre affaire, dit-il. Il avait une voix aussi douce que des pétales de fleurs. Après tout, il parlait effectivement avec des lèvres de lilas, mais il avait des manières quelque peu brusques. Je croyais que tous les habitants de Goup étaient des moulins à paroles, murmura Haroun assis. Mais ce jardinier ne parle pas beaucoup. Il a la langue bien pendue, répondit Si, en tout cas pour un jardinier. Comment vas-tu ? Cria Haroun au jardinier en pensant que, puisqu'il était étranger, il devait faire le premier pas. « Qui es-tu » lui demanda le jardinier de sa voix douce mais brusque, sans ralentir son allure. Haroun lui dit son nom, et le jardinier lui adressa un bref hochement de tête. « Mali, dit-il, jardinier de première classe. »« S'il te plaît, demanda Haroun de sa voix la plus charmante, que fait un jardinier volant, flottant ?» De la maintenance, répondit Mali. Nous démêlons les courants d'histoire en tortillés, nous les désenrouillons, nous désherbons, du jardinage, quoi. Imagine l'océan comme une chevelure, dit Mai la huppe, en venant à son secours. Imagine qu'il est rempli de courants d'histoire comme une épaisse crinière est remplie de mèches souples et flottantes. Plus une chevelure est longue et épaisse, plus elle devient emmêlée et pleine de nœuds. On peut dire que les jardiniers flottants sont les coiffeurs de la mer des histoires. Ils brossent, ils nettoient, ils lavent, ils préparent. Maintenant tu sais. Si, demanda à Mali. C'est quoi cette pollution? Ça a commencé quand? C'est grave? Mali répondit aux questions à la suite. Mortelle. Mais on n'en connaît pas encore la nature. Elle a commencé récemment, mais elle s'est étendue rapidement. Grave, très grave. On mettra peut-être des années avant de nettoyer certaines sortes d'histoires. Par exemple, demanda Haroun. Certains romans populaires sont devenus de longues listes de courses. Les histoires pour enfants également. Par exemple, il y a une épidémie d'anecdotes d'hélicoptères parlants. Sur ce, Mali se tut, et l'avancée vers Goup continua. Cependant, quelques minutes plus tard, Haroun entendit de nouvelles voix. Elles ressemblaient à des chœurs, beaucoup de voix parlant en même temps à l'unisson. Elles étaient pleines d'écume et de bulles. Finalement, Haroun vit qu'elles venaient de sous l'océan.
Il regarda dans l'eau et aperçut 2 monstres marins effrayants, juste à côté de la huppe, qui nageaient si près de la surface qu'elle surfait presque sur l'écume soulevée par Mai qui fonçait. D'après leur forme grossièrement triangulaire et leur couleur irisée, Haroun en déduisit qu'il s'agissait d'une espèce d'ange de mer, bien qu'ils soient aussi grands que des requins géants, et qu'ils aient littéralement des douzaines de bouches réparties sur tout le corps. Ces bouches étaient continuellement au travail, et elles aspiraient des courants d'histoire, et les recrachaient, et ne s'arrêtaient que pour parler. À ce moment-là, Haroun remarqua que chaque bouche parlait avec sa propre voix, mais que toutes les bouches du même poisson prononçaient les mots parfaitement synchronisés. « Dépêchons, dépêchons, surtout ne traînons pas », glouglouta le premier poisson. « L'océan est souffrant, les soins n'attendent pas », poursuivit le second. Mais la huppe se montra à nouveau assez aimable pour éclairer Haroun. « Ce sont des poissons polypenses, dit-elle. Ils tirent leur nom de ce que tu as sans doute remarqué, à savoir qu'ils possèdent des quantités de panses, c'est-à-dire de bouches. » Ainsi, pensa Haroun rempli d'étonnement, il y a vraiment des poissons polypenses dans la mer, exactement comme le disait l'arrogant Bouteau. Et j'ai fait un long voyage, exactement comme l'a dit mon père, et j'ai appris qu'un poisson polypense pouvait être aussi un ange de mer. Les poissons polypenses vont toujours par 2, ajouta Mai, sans remuer le bec. Ils restent fidèles toute leur vie. Pour exprimer cette union parfaite, ils ne parlent qu'en vers. Haroun ne trouvait pas que ces 2 poissons polypenses-là étaient en bonne santé. Leurs bouches multiples crachotaient et toussaient fréquemment, et leurs yeux semblaient enflammés et roses. « Je ne suis pas spécialiste, leur cria Haroun, mais est-ce que vous allez bien ?» Les réponses vinrent immédiatement, ponctuées de toussotements et de gargouillements. « C'est cette puanteur et cette saleté. Nager dans l'océan peut ruiner la santé. Appelle-moi Paga. Lui, c'est Goupy. Excuse nos façons. Nous sentons Flappy. Nos gorges nous font mal et nos yeux sont chassieux. Nous te parlerons plus lorsque nous irons mieux. Comme tu l'as deviné, tous les habitants de Goupe aiment parler, dit Si en aparté. Le silence est souvent considéré comme une grossièreté, d'où les excuses des polypenses. Je trouve qu'il me parle correctement, répondit Haroun. Normalement, chaque bouche dit quelque chose de différent, expliqua Si. Cela produit beaucoup de bavardage. Pour eux, actuellement, c'est comme le silence. Alors que pour un jardinier flottant, quelques phrases courtes passent pour du bavardage, soupira Haroun. Je ne crois pas que j'arriverai jamais à comprendre cette planète. Quel est le rôle des poissons? Si répondit que les poissons polypenses étaient ce qu'ils appelaient des artistes de la faim, parce que quand ils ont faim, ils avalent des histoires par chaque bouche, et des petits miracles ont lieu dans leurs entrailles. Un petit morceau d'une histoire se joint à une idée d'une autre, et presto, quand ils recrachent les histoires, ce ne sont plus de vieux contes, mais des nouveaux. Rien ne se crée à partir de rien. Les nouvelles histoires naissent des anciennes. Ce sont les nouvelles combinaisons qui les rendent nouvelles. Ainsi, tu vois, nos poissons polypenses, artistes, créent de nouvelles histoires dans leur système digestif. Alors rends-toi compte à quel point ils doivent se sentir malades. Toutes ces sagas infestées qui passent dans leurs entrailles, d'avant en arrière, de haut en bas, d'un côté à l'autre. Pas étonnant qu'ils aient des ouïes vertes. Les polypenses firent surface pour prononcer un couplet poussif. Les choses vont plus mal que vous ne le pensez. Et la zone ancienne est la plus menacée. En entendant cela, le génie de l'eau se donna une claque sur le front. Et il faillit faire tomber son turban. Quoi? Haroun voulait savoir, et ainsi encore plus inquiet lui expliqua à contre-cœur que la zone ancienne dans la région du pôle sud de Kahani était un endroit où presque personne n'allait plus. Il y avait peu de demandes pour les vieilles histoires qui y coulaient. Tu sais comment sont les gens, tout nouveau, tout beau.
Les vieux contes n'intéressent plus personne. Ainsi, la zone ancienne était tombée en désuétude, mais on croyait que tous les courants d'histoire sortaient à l'origine d'un des courants qui coulaient vers le nord dans l'océan, depuis la source, ou le puits d'histoire situé d'après la légende près du pôle sud de la Lune. Et si la source en elle-même est empoisonnée, qu'arrivera-t-il à l'océan? À nous tous? Si, gémissait presque. Nous l'avons ignoré pendant trop longtemps, et maintenant nous allons le payer. Accrochez-vous à vos chapeaux, l'interrompit Mé la Huppe. On serre les freins, la ville de Goup droit devant. Temps record. Vrararoum, aucun problème. Il est étonnant de voir comment on s'habitue et à quelle vitesse, se dit Haroun. Ce nouveau monde, ces nouveaux amis. Je viens d'arriver et déjà ils ne me semblent plus inconnus. La ville de Goup n'était qu'agitation et activité. Des canaux la traversaient dans tous les sens, car la capitale du pays de Goup était construite sur un archipel composé de 1001 petites îles, juste devant les côtes du continent. Et aujourd'hui, ces canaux étaient encombrés de bateaux de toutes formes et de toutes tailles, sur lesquels s'entassaient des habitants de Goup, tous très divers, mais qui avaient le même visage entieux. Mais la Huppe, avec Mali d'un côté et Goupi et Baga de l'autre, traversait, plus lentement maintenant, cette foule flottante et se dirigeait, comme tout le monde, vers le lagon. Le lagon, une magnifique étendue d'eau multicolore, se trouvait entre l'archipel, où la plupart des habitants de Goup avaient construit leurs maisons de bois finement sculptées, avec des toits de tôle ondulés en argent et en or, et le continent, où un gigantesque jardin descendait en terrasse jusqu'au bord de l'eau. Dans ce jardin d'agrément, il y avait des fontaines, des pavillons et de vieux arbres étendus, où tout autour se trouvaient les 3 plus grands immeubles de Goup, qui ressemblaient à 3 glaces gigantesques et compliquées. Le palais du roi Bavardaghi, avec son grand balcon surplombant le jardin, à sa droite le parlement de Goup, connu sous le nom de moulin à parole, parce que les débats pouvaient s'y produire pendant des semaines, des mois et même parfois des années à cause du goût des citoyens de Goup pour la parole, et à sa gauche l'immeuble très haut du S2TTCAE, qui contrôlait le système de transmission trop compliqué à expliquer. Mais la Huppe conduisit Si et Haroun jusqu'à l'escalier au bord de l'eau. Le jeune garçon et les génies de l'eau mirent pied à terre et se joignirent à la foule qui se pressait dans le jardin d'agrément, tandis que ceux des habitants de Goup qui préféraient l'eau, les jardiniers flottants, les poissons polypenses, les oiseaux mécaniques, restaient sur le lagon. Dans le jardin d'agrément, Haroun remarqua de très nombreux habitants de Goup d'une extraordinaire maigreur, portant des vêtements entièrement rectangulaires, couverts d'écriture. Si, lui dit, ce sont les célèbres pages de Goup, c'est-à-dire l'armée. Les armées ordinaires sont composées de pelotons, de régiments et de choses semblables. Nos pages forment des chapitres, des volumes. Les volumes sont précédés de pages de garde ou de titres. Et au-dessus, il y a le chef de toute la bibliothèque. C'est le nom que nous donnons à notre armée. Le général Kitab lui-même. Au-dessus, c'était le balcon du palais de Goup, sur lequel se réunissaient en ce moment les dignitaires de la ville. Il était facile d'identifier le général Kitab, un vieux monsieur au visage tanné, avec un uniforme rectangulaire fait de cuir finement ciselé, repoussé alors fin, comme Haroun en avait vu parfois sur les reliures de vieux livres de valeur. Puis il y avait le président du moulin à parole, un gros type, qui en ce moment même parlait à ses collègues sur le balcon, sans qu'on puisse l'arrêter. Puis un monsieur petit et frêle, avec des cheveux blancs, qui avait un étroit bandeau d'or autour de la tête et un air tragique. Il s'agissait sans doute du roi Bavardaghi, en personne. Haroun eut plus de mal à identifier les 2 derniers personnages du balcon. Il y avait un jeune homme extrêmement énervé, l'air fougueux, mais qui lui parut un peu stupide, le prince Bolo, le fiancé de la fille unique du roi Bavardaghi, la princesse Batchit, chuchota Si à l'oreille d'Haroun. Et enfin une personne à la tête absolument chauve, brillante et satinée, qui portait sur la lèvre supérieure une moustache d'une insignifiance décourageante, ressemblait à un morceau de souris morte.
Il me rappelle l'arrogant Buteau, murmura Haroun assis. Ça ne fait rien, tu ne connais pas. Qui est ce type? Malgré son chuchotement, beaucoup de gens qui se pressaient dans le jardin d'agrément l'entendirent. Ils se retournèrent, incrédules, pour voir cet étranger à l'ignorance aussi extraordinaire, et dont la chemise de nuit n'était pas banale. Et Haroun remarqua que parmi la foule se trouvaient quantité d'hommes et de femmes qui, comme l'homme du balcon, avaient la tête chauve, satinée et brillante. Ces gens portaient tous des blouses blanches de techniciens de laboratoire et étaient à l'évidence les grosses têtes de l'immeuble du S2TTCAE. Des génies qui faisaient fonctionner les machines de transmission trop compliquées à décrire, ou M2TTCAD, qui rendaient possible le S2TTCAE. « Êtes-vous » commença-t-il. Mais ils l'interrompirent, car, étant des grosses têtes, ils avaient l'esprit extrêmement vif. « Nous sommes les grosses têtes, dirent-ils en hochant, puis avec le visage d'un air qui me disait « Nous n'arrivons pas à croire que vous ignorez cela. » Ils montrèrent le type au crâne luisant sur le balcon et dirent « C'est le morse. »« C'est lui le morse ?» s'écria Haroun stupéfait. « Mais il n'a rien d'amorce. Pourquoi est-ce que vous l'appelez comme ça? »« À cause de son épaisse et abondante moustache de morse, » répondit une des grosses têtes. Et une autre ajouta d'une voix pleine d'admiration. « Regarde cette moustache. Est-ce que ce n'est pas la plus belle? Si poilue, si soyeuse. » Mais, commença Haroun, et il s'arrêta, quand Sy lui enfonça son coude dans les côtes. « Je suppose que si l'on est aussi glabre que ces grosses têtes, se dit-il silencieusement, même cette pauvre souris morte sur les lèvres du morse doit apparaître comme la chose la plus extraordinaire qu'on ait jamais vue. » Le roi Bavardaghi leva la main. La foule se tut. Un événement rare dans la ville de Goup. Le roi essayait de parler, mais les mots lui manquèrent, et secouant la tête d'un air malheureux, il recula. Ce fut le prince Bolo qui se lança dans un discours impétueux. « Ils se sont emparés d'elle !» s'écria-t-il de sa voix fougueuse et stupide. « Ma Batchite, ma princesse! Les serviteurs du maître du culte l'ont enlevée il y a quelques heures. Les rustres, les ladres, les marauds, les canailles! Diantre, ils vont le payer !» Le général Kidab continua l'histoire. « Une vilaine affaire, zut alors! Nous ne savons pas où elle se trouve, mais elle est vraisemblablement détenue dans la citadelle de Choup, le château de glace de Katamchoud, dans la ville de Choup, au cœur de la nuit perpétuelle. Tonnerre de tonnerre, une vilaine affaire. Hum. Nous avons envoyé des messages au maître du culte Katamchoud, continua le président du moulin à parole. Ces messages concernaient à la fois l'abominable poison injecté dans l'océan des courants des histoires et l'enlèvement de la princesse Batchite. Nous avons exigé qu'il cesse la pollution, et aussi qu'il nous rende, dans les 7 heures, la dame kidnappée. Aucune de nos demandes n'a reçu de réponse. Je dois donc vous informer qu'un état de guerre existe maintenant entre les pays de Goup et de Choup. C'est une question d'extrême urgence, annonça le morse à la foule. Les poisons qui se répandent très vite vont détruire tous les océans si on ne fait rien pour attaquer le problème à sa racine. « Sauvez l'océan !» cria la foule. « Sauvez Batchite !» hurla le prince Bolan. Cela troubla la foule pendant quelques instants. Et puis, avec bonne volonté, elle changea de slogan. « Pour Batchite et pour l'océan !» cria la foule. Et le prince Bolo eut l'air satisfait. Si le génie de l'eau prit son air le plus triomphant. « Bien, maintenant, c'est la guerre, jeune voleur, » dit-il d'une voix où se mêlaient l'ironie et le regret. « Cela signifie que personne dans l'immeuble S2TTCAE n'aura de temps consacré à ta petite requête. Tu peux aussi bien me rendre mon déconnecteur, alors. Qu'est-ce que tu en dis? Je te ramène chez toi pour rien, gratuitement. »
Il n'y a pas de solution plus juste. Haroun serra le déconnecteur de toutes ses forces et avança la lèvre inférieure d'un air de révolte. « Pas de morse, pas de déconnecteur, dit-il. C'est à prendre ou à laisser. » Si sembla se résigner philosophiquement. « Prends un chocolat, dit-il. » Et il sortit d'une de ses nombreuses poches de son gilet une énorme barre du chocolat préféré d'Haroun. Haroun se rendit compte qu'il mourrait de faim et il accepta. « Je ne savais pas que vous en fabriquiez sur Kahani, dit-il. »« Nous n'en fabriquons pas, répondit-il. Sur Kahani, la production alimentaire est uniquement de base. Pour les choses savoureuses ou d'un luxe affreux, nous devons aller sur Terre. Ainsi, c'est d'ici que viennent les objets volants non identifiés, s'étonna Haroun. Et voilà ce qu'ils recherchent, de quoi manger. À ce moment, il y eut de l'agitation sur le balcon. Le prince Bolan et le général Kitab disparurent pendant quelques instants. Puis ils revinrent annoncer que les patrouilles de Goup qui avaient pénétré dans la région, mordant la bande de crépuscule à la recherche de renseignements sur l'endroit où était détenue la princesse Batchit, avaient arrêté un étranger, un individu extrêmement suspect, incapable d'expliquer la façon satisfaisante qui il était ni ce qu'il faisait dans la bande. « Je vais interroger cet espion moi-même, devant vous !» hurla Bolo. Et le général Kitab, quelque peu embarrassé par cette idée, ne discuta pas. Un groupe de 4 pages amena un homme sur le balcon. Un homme vêtu d'une longue chemise de nuit bleue, les mains attachées dans le dos et un sac sur la tête. Quand on ôta le sac, Haroun ouvrit la bouche et la barre de chocolat qu'il n'avait pas fini de manger lui tomba des mains. L'homme qui se tenait en tremblant sur le balcon du palais, entre les princes Bolo et le général Kitab, était le père d'Haroun, Rachid Khalifa le conteur, le malheureux Shah de Bla.